Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Et là, j'avais envie de me faire, je dirais pas plaisir, mais j'ai des questions des fois. Je me pose des questions et je cherche des réponses. Et parfois, j'ai la chance, avec Faire une femme de soi, de recevoir des propositions. Des fois, voudrais-tu recevoir tel auteur? Voudrais-tu recevoir telle conférencière? Tout ça. Et là, je vais passer cette semaine une proposition, ça disait la santé métabolique. Bon, oui, la perte de poids, oui, mais je voyais qu'il y avait de l'innovation dans la proposition parce que on jumelle les neurosciences avec la santé globale des femmes et aussi ce que j'ai perçu dans la proposition. Vous savez, ces propositions-là que vous envoyez des fois là à du monde, là, pourrais-tu me recevoir à ton émission? Tout ça, il y en a qui sont super accrocheuses et celle-là a marché avec moi, là, ça a marché au bout parce que là, ça disait la fatigue, les douleurs chroniques, les hormones, tous les petits... Oui, on a entendu beaucoup parler de préménopause puis de ménopause, mais... Donc, oui, on entend parler, mais là, ces petits bobos-là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est tellement personnalisé à chaque personne que c'est important d'aller voir les différentes propositions de solutions. Oui. Puis mon invité aujourd'hui est arrivé avec une nouvelle façon de regarder la santé globale. J'imagine qu'il y a des hommes aussi, mais de la femme, avec un intérêt pour les neurosciences et un mix de neurosciences. Donc, le cerveau, on implique le cerveau dans le processus. Oui, il y a de la perte de poids, mais il y a surtout le développement d'habitudes qui vont permettre d'être en santé plus longtemps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devez rester avec nous aujourd'hui parce qu'on jase avec Sophie Rolland de Santé Globale. C'est comme ça que tu avais ça, Sophie? Ah, en fait, oui, je suis coach en changement des habitudes de vie. Je suis neuroscientifique, puis j'attends le diplôme qui va arriver, une maîtrise en nutrition. Donc, je suis une éternelle étudiante, je dirais. Oui, c'est ça, parce que dans ton parcours, donc, on va en parler là en détail. Aujourd'hui, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Ah, mon Dieu, t'as-tu 5 minutes? Oui, let's go, on a 60. En fait, je commence toujours par dire que je suis neuroscientifique, que je suis passionnée de santé, en fait, à la base. C'est ma deuxième carrière, la santé. J'ai été directrice d'une grande banque canadienne pendant près de 13 ans. Okay. Donc, ça a été vraiment un virage à 180 degrés. Puis, je commence par dire que je suis neuroscientifique. Puis après ça, je dis que je suis conférencière, que j'ai écrit des livres, que je suis une maman de 4 enfants, que, tu sais, je porte plusieurs chapeaux. Puis, je suis surtout passionnée de santé, de redonner le pouvoir aux gens, de retrouver la santé parce que les habitudes de vie, ça peut nous faire marcher le chemin des défis de santé qui arrivent. Puis il faut pas voir ça comme une fatalité. C'est pas un virus, c'est pas une bactérie. Là. Si ce qu'on fait nous amène sur le chemin de la maladie, ça veut dire que si on arrête de faire ce qu'on fait, puis on va rebrousser le chemin, puis on va retrouver le chemin vers la santé. Fait que j'aime ça, donner du power aux gens pour dire « Hey, ça, là, c'est moi qui le fais, c'est moi qui peux arrêter de le faire. Si j'ai les bons outils, je vais y arriver. » Donc, c'est sûr que plus on en parle, mieux c'est démocratisé, c'est-à-dire la prévention. Mais c'est rare que les gens vont se lever le matin puis dire « Là, je veux faire de la prévention ». C'est généralement, donc, c'est un moment dans la vie où ils commencent à avoir des enjeux. Puis là, tu te dis « My God, si c'est déjà de même, si ça continue de dépérir dans 10 ans, je suis plus capable de sortir de mon lit ». Alors, les gens commencent à se préoccuper de leur santé. Est-ce qu'il est trop tard à ce moment-là ou quand on parle de prévention, c'est n'importe quand? En fait, la prévention, c'est plus c'est pris tôt, moins le coup de barre a besoin d'être à 180 degrés. Mais souvent, les gens, tu sais, le corps humain, là, c'est une machine extrêmement inspirante, c'est une machine magnifique. Puis, ça fait en sorte que quand il nous arrive un petit pépin, bien, on n'en vit pas les conséquences sur le coup. Parce que le corps compense, le cerveau compense. On a mal à l'épaule droite, on va changer notre position pour avoir moins mal à l'épaule droite jusqu'à temps que l'épaule gauche fasse trop mal parce que le corps va avoir compensé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. La santé métabolique, c'est exactement la même chose. Fait que ça, on a des comportements, des habitudes de vie qui font en sorte qu'on est de
plus en plus malade. Dans les premières années, on s'en rend pas compte. Ça se met insidieusement et on s'en rend pas compte du tout. Et là, à un moment donné, on commence à avoir des symptômes de ça, des inconforts de ça. Et sur le coup, c'est pas là où on se dit « Hey, il faut que je fasse quelque chose ». Souvent, l'humain étant ce qu'il est, le cerveau humain étant ce qu'il est, on attend la dernière minute quand là, on se lève un matin et on dit « OK, là, ça a assez duré. Là, il faut que je fasse quelque chose. » J'ai une question qui me vient en tête. Tu sais, le nombre de femmes qui développent un paquet de bobos lors de la préménopause, tout ça. Et moi, comment que j'explique ça? Parce que ça fait 5 ans que je suis là-dedans, là. Puis tu me diras si mon questionnement il est juste. C'est que la ménopause, donc le changement hormonal, ça désoptimise ou désorganise le métabolisme, OK? Ça fait que ton métabolisme, mettons qu'il allait à 90 000 à l'heure, bien là, une fois que tes hormones, tu sais, déréglées, tu vas à 55. Puis là, comme tu vas à 55, tous les petits bobos que ton métabolisme s'en occupait, ça te faisait pas mal, là, comme tu viens de dire. Il s'en occupait, il trouvait des solutions par lui-même, il compensait tout ça. Là, comme avec la préménopause, il y a des changements. Parce que moi, j'ai l'impression que tous mes petits bobos latents qui existaient, là, ben là, sont tous arrivés. Là, c'est tout en même temps. Let's go, on rentre tout en même temps, gang. Là, ils attendaient juste que j'aille un petit peu plus slow, là, pour embarquer dans mon char, là. Ils se sont dit, OK, là, avant 90, ils sont pas capables. Mais là, avant 50, let's go, on embarque tout. C'est-tu ça? C'est-tu comme ça qu'on explique nos difficultés à traverser ce moment-là? En fait, tu sais, la périménopause, là, c'est-à-dire toute la période qui entoure la fameuse ménopause, hein, pour nommer les choses, là, la périménopause, ça dure 7 à 10 ans avant la ménopause. Et la ménopause, c'est quand on a eu 12 mois d'arrêt des règles. Fait que si pendant 12 mois, nos règles arrêtent, le 12e mois, c'est le jour 1 de la ménopause. OK? 7 à 10 ans ça dure combien de temps? La ménopause? Ouais. Ben, c'est tout le restant de la vie. Ah, OK, c'est fun. Mais en fait, ça finit jamais? Non, ben non. C'est comme c'est ta nouvelle. Donc, à partir de maintenant, tu vas à 50. C'est la deuxième carrière. Mais non, pas du tout. Arrête ça. OK, c'est ça. Non. Un instant. Démystifie-moi ça. Exact. Là. En fait, c'est que les hormones sexuelles de la femme, que l'estrogène, je dis l'estrogène, là, mais sachons qu'il y en a plusieurs des types d'estrogènes, mais on généralise ça sous estrogène. La progestérone, on les connaît bien parce qu'on pense que c'est des hormones sexuelles, de cycle menstruel, d'ovulation, puis de fécondité, mais elles ont multiples rôles dans le corps humain, comme la prévention des maladies cardiovasculaires, comme la prévention de défaire les os de la femme, l'ostéoporose, l'ostéopénie, tout ça. Ça fait en sorte que la femme est capable de faire des muscles plus facilement. Donc, l'estrogène, la progestérone, quand ils vont se mettre sur des récepteurs à travers le corps, pas juste dans le système sexuel, pas juste dans le système reproducteur de la femme, là. On a des récepteurs à l'estrogène partout dans le corps, dans le cerveau, et ça a multiples fonctions. Quand on est dans la périménopause, ce qui arrive, c'est que ces hormones-là ont une décroissance progressive et un peu dichotomique, hein? Un petit peu moins, un petit peu plus, un peu en soubresaut, puis ça a moult conséquences. Puis là, ben il y a de tout, hein? Il y a tout le spectre. Il y a des femmes en périménopause qui n'ont aucun symptôme, puis il y a des femmes en périménopause qui les ont tous. Tous les symptômes, ils les ont tous, ils ne se reconnaissent pas. Il faut savoir aussi que la périménopause et la ménopause, ce sont des états différents au niveau hormonal. Puis, c'est là où on se rend compte que nous, on est très, très, très hormonal. Et c'est sûr qu'il y a des femmes qui le savent déjà. S'ils ont des SPM dans le tapis, c'est quand ils étaient enceintes, ils ont eu des grosses variations de l'humeur, les mood swings, puis tout ça. Ils savent déjà qu'ils sont vraiment hormonales, mais c'est vraiment la périménopause et la ménopause qu'on s'en rend compte. Puis là, je vais ajouter un facteur de plus, c'est que quand on arrive à la périménopause, ça devient un état dans lequel la femme devient résistante à l'insuline, mais de façon physiologique.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, physiologique, ça fait opposition à pathologique. Pathologique, ça veut dire que ça... C'est du diabète, du prédiabète, c'est la maladie, c'est une pathologie, ça se dessine. Physiologique, ça veut dire que ça arrive dans ton corps pour une raison. Et là, ben, la résistance à l'insuline, quand elle arrive au niveau de la périménopause, mais qu'avant, tu étais en super forme, que tu avais une super sensibilité à l'insuline, que tu étais super sportive. Moi, j'ai toujours été un super métabolisme. Tu sais, j'étais chanceuse. Je pouvais manger pas mal tout ce que je voulais. Si je faisais du sport, je perdais tout le... Tu sais, si j'accumulais du poids, j'avais juste à me mettre à faire du sport, puis tout partait. Et my God, là, c'est une autre réalité totalement, là. Ben, tu vois, j'ai le goût tout de suite de défaire un mythe, parce que, tu sais, des mythes, il y en a un paquet, là. Ouais. On associe santé avec le poids. On dit quelqu'un qui est en surpoids, qui est en obésité, une personne, tu sais, c'est une personne qui est pas en santé, puis une personne qui est mince ou qui a un poids, qui semble avoir un petit poids ou un poids normal ou un IMC. Hein, souvent, on sert de l'indice de masse corporelle. Puis là, on regarde l'IMC, puis on se dit, ben si l'IMC est normal, ça veut dire que cette personne-là est en santé. Et là, je te dis, c'est un mythe, parce que tu peux avoir des personnes en surpoids qui ont une très, très belle santé métabolique, qui sont en forme, qui ont une forte masse musculaire, qui ont pas qui ont de la clarté mentale, qui ont de l'énergie, de la vitalité, ils se font des muscles et tout. Fait que tu peux avoir une personne qui a une quantité de graisse supérieure à ce que la société voudrait. Et de l'autre côté, tu peux avoir des personnes qui sont minces, des personnes qui ont une IMC de 24, de 23, de 21, mais qui sont en très mauvaise santé métabolique. Le poids, c'est pas c'est pas un indice. Ben, oui, c'est un des indices, mais c'est pas le seul indice, puis c'est pas un indice sine qua non. Mais écoute, je sens que t'en aurais énormément à nous apprendre. On pourrait faire même une formation de plusieurs heures. Ce que t'offres, hein, ce que vous offrez, toi et ta partenaire, parce que, donc, Sophie Rolland a écrit plusieurs livres depuis, ça fait combien de temps, là, que t'es dans ta deuxième carrière? 2018. Donc, plusieurs livres, des formations, du coaching, des conférences à l'international, un podcast qui s'appelle Sentez-vous mieux. Sentez-vous mieux avec Evelyne. Oui, exact. Donc, avec Evelyne aussi. Et elle parle donc abondamment de son sujet. On la connaît un peu. Je vais peut-être y poser quelques questions là-dessus sur la spécialiste du keto. Ensuite, maintenant, il parle aussi de l'alimentation méditerranéenne pour optimiser le métabolisme. Mais ce que j'aime quand toutes les deux vous parlez de régime, mais pas régime. Non, ce que j'aime quand vous en parlez, c'est que... Puis là, écoutez-moi, là. Vous avez toutes déjà vécu ça, là. Là, vous vous êtes mis à diète. Vous êtes privé. Vous avez eu faim. C'est effrayant. Puis là, vous avez perdu. Puis là, vous êtes contente de vous. Mais pendant tout le long de la diète, à chaque fois que vous avez faim, là, vous dites, j'ai-tu hâte, ça finit, j'ai-tu hâte. Et là, vous pensez à une poutine, vous pensez à du rigatoni gratiné, vous pensez à de la pizza. On dirait que c'est... Après les régimes, là, en tout cas, je parle pour moi, là, mais j'ai eu plus le goût de manger du junk après un régime qu'avant. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été style de fille, ça me prend du verre dans mon repas à chaque fois, ça me prend toujours de la salade, tout ça. Puis, donc, mais là, après, j'en ai fait juste un régime sévère comme ça, c'est après ma grossesse, puis je le regrette beaucoup. Parce que c'est pas nécessairement bon. Ce que j'aime donc dans ce qu'elle propose, parce que là les filles, c'est que là on se dit c'est pas vrai que je vais être de même toute ma vie, c'est pas vrai que je vais souffrir à avoir faim de même toute ma vie, ça se peut pas. Ça c'est intenable. Alors selon les nouvelles recherches, puis j'imagine que les neurosciences ont contribué à votre philosophie. Absolument. Pour ça, c'est ce que Sophie propose, c'est qu'elle dit trouvez votre façon de manger, quelque chose que vous allez être capable d'intégrer pour le restant de votre parcours, qui va vous amener pas trop de privation. Vous vous retrouverez pas dans des états de faim où vous rêvez à toutes les poutines de la rue Sainte-Catherine. Et puis regarder des émissions sur YouTube de monge qui mange la pizza, parce que nous, on peut pas. Bref, ce que j'aime donc, c'est d'intégrer des nouvelles façons de voir. Oui, quelque chose qui va peut-être ultimement faire perdre du poids, mais qui va surtout préserver la santé jusqu'à la fin de notre vie. C'est ça? Absolument. Puis tu dis un régime, une diète, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est une façon différente de manger. Le pilier le plus solide, le plus important pour avoir une bonne santé métabolique, c'est l'alimentation.
on peut faire 2 heures de sport chaque jour, tous les jours. On peut méditer. Mais si on mange du McDo 8 fois dans la journée puis qu'on boit un litre de rhum chaque soir, on ne sera pas en santé, là. Jamais le sport ou la méditation ou la connexion sociale ou les autres piliers qui sont derrière, qui supportent avoir une bonne santé métabolique, même si on les adresse toutes, puis on n'adresse pas l'alimentation, on ne va pas retrouver la santé. C'est le pilier le plus important, l'alimentation. Donc, il ne faut pas que ça soit un régime, il ne faut pas que ça soit une diète, il ne faut pas qu'on soit en train de mourir de faim. Le corps n'est pas fait pour être constamment en train de starver, d'être affamé, de regarder justement la pizza dans l'assiette du voisin puis se dire moi, je peux pas manger ça. Moi, je suis encore en train de me priver. Oui, mais là, quand je vais rentrer dans mon costume de bain, là, après ça, là, je me promets que je vais en manger une vraiment bonne. Puis ça, là, le mental, le mindset, là, c'est extrêmement important. Alors que quand on va trouver une façon de s'alimenter dans laquelle on n'a pas faim, qu'on nourrit son corps, nécessairement, on nourrit son cerveau. Hein? Quand on nourrit bien, quand on est bien nutri, quand on a la bonne quantité de nutriments, de micronutriments, d'oligo-éléments, qu'on a de la diversité, qu'on a de la couleur, qu'on a de la variété, qu'on aime ce qu'on mange, on voit plus ça comme un régime, on voit plus ça comme une diète. Et au contraire, on n'est plus dans le « je veux ». Ah oui, ça, je peux pas. Ouais, ça, je peux pas. Ça, je peux plus. Ou tu sais, les gens « oui, toi, tu peux pas manger ça ». À un moment donné, je Et puis ça gosse le monde, là. Tu l'alimentation, chez du monde, là. Oh my God. Tu sais, moi, j'en ai, là, des restrictions. Parce que moi, tu sais, avec mon changement hormonal, mes venues, des produits laitiers, ça marche plus. Ça te va pas. Là, j'ai enlevé le gluten. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que j'en mange plus. Fait que tu vois, chez quelqu'un, pas de produits laitiers, pas de gluten. Moi, je leur dis, je vais emmener mon lunch, là. Tu sais, faites-vous-en pas avec moi, là, parce que je veux pas vous empêcher d'avoir du fun dans votre souper, là. Parce que ça gosse. Ben tu dis ça gosse, tu sais, ma belle-sœur est cœliaque, là. Puis quand elle vient, je dis quand elle vient, mais c'est quand elle venait, parce que depuis 2018, on n'en mange plus, nous autres, du gluten à la maison. Okay. Fait qu'on n'en a plus du tout, là. Mais quand elle venait avant, ma belle-sœur, là, ça me faisait plaisir de faire un repas qui en contenait pas. J'étais pas irritée parce que ma belle-sœur n'en mangeait pas. Tu sais, des fois, on fait les questions et les réponses pour les gens avec qui on s'en va. Oui, j'ai l'impression que moi, ça me gosse plus que les autres. Exact. Ça se peut. Parce que moi, ça me faisait plaisir de faire un repas qui était sans gluten pour ma belle-sœur. Ceci dit, quand on parle d'alimentation, là, tu sais, moi, là, j'étais une obèse de carrière, là. Toute ma vie adulte, j'étais obèse. Je pesais 80 livres de plus. Si vous nous regardez sur YouTube, là, elle n'est pas du tout obèse, Sophie, là. Vraiment pas, là. Tu sais, je pesais 80... Fait que tous les régimes, les diètes, je les ai toutes faites. Nomme-les. Toi, ta spécialité, ton intérêt est venu d'un besoin, comme beaucoup d'entrepreneurs. Tu avais un besoin que tu as voulu... Tu voulais trouver une solution. Puis une fois que tu l'as trouvé pour toi, tu l'as proposé aux autres. C'est ça? Non, pas tout à fait. Ah, OK. Pas tout à fait. En fait, tu sais, moi, j'ai eu une première carrière. J'ai été licenciée enceinte de 5 mois et demi. Hein? Oui. D'une grande banque, avec toute une histoire de... C'était un congédiement déguisé parce que mon patron n'aimait pas le fait que j'étais enceinte. Dégueu comme ça. Puis là, je me suis retrouvée 5 mois et demi enceinte, plus d'emploi. Puis, j'ai décidé de me battre. Je suis allée au Norme du travail et tout ça. Je me suis battue pendant des années où on m'envoyait là, des lettres dans lesquelles on me faisait passer pour la pire plaie que la Terre avait portée, alors que j'étais quelqu'un de performant et de compétent dans mon travail. J'ai travaillé là 13 ans. On m'a donné plein de postes-cadres. Écoute, là, c'est pas parce que j'étais mauvaise. Là. On m'a pas gardée parce que j'étais fine. Mais j'ai été victime de ça. Le monde bancaire, c'est un monde d'hommes. J'évoluais là-dedans. J'étais one of the boys. J'étais le gars de la gang, sinon j'aurais pas pu me faufiler, faire mon chemin. Toujours est-il que ça a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai rebondi. Mon chat, tu sais, moi, je travaillais à la banque, j'avais un fonds de pension, j'avais des assurances, puis mon conjoint, lui, il était travailleur autonome. Fait que c'était qui? La sécurité, c'était moi. Alors oui, j'étais passionnée de santé. Oui, je voulais faire autre chose. Tu avais une carrière en régime puis en diète en parallèle? Oui. Hein? Étais-tu là-dedans pendant cette période-là aussi? Ben, toute ma vie adulte. OK. Toute ma vie adulte, j'étais au régime. Tu sais, moi, j'étais à plus ou moins 60 livres. J'avais 3 bacs de linge. Le petit, le moyen... Ben, je dis pas petit, moyen, grand, c'est pas dans les grandeurs. J'avais du 10, du 12 puis du 16, OK? Fait que là, tout dépendant où j'étais, comment malheureuse j'étais. Si j'étais très, très malheureuse, j'étais dans le 200-ish. Fait que là, je portais du 16 ans. Puis là, ben,
moi, ma limite, c'était 200 livres. Là. Quand je pognais 200 livres, là, je me disais, OK, il faut que je me mette au régime. Puis là, je me trouvais un régime. Et là, je perdais du poids. Là, je sortais le bac moyen, le bac du milieu. Puis là, à un moment donné, tout dépendant, parce que tu peux pas survivre à avoir tout le temps faim. C'est impossible. Non. Les hormones, le corps, le cerveau, dans le cerveau, là, on a une région qui est faite pour allumer la satiété ou allumer la faim, OK? C'est dans le noyau arché que ça s'appelle. Puis c'est spécialisé pour ça. Bien, le cerveau, il est fait pour dire, OK, mais si on continue à ne pas se nourrir comme ça, à être affamé, on va mourir d'inanition. Donc, on lance le branle-bas de combat, on va lui donner faim, on va la faire sentir misérable, on va lui donner mal à la tête, on va la mettre dépressive. Comme ça, elle sera plus capable de manger juste de la salade puis du blanc de poulet. Tu comprends? Parce qu'il faut qu'elle se nourrisse parce qu'on va mourir d'inanition. C'est des mécanismes qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que tu peux pas vivre pendant 5 ans sur un régime en hypocalorie où tu manges une fraction de l'énergie que ton corps a besoin. Tu diras ça aux filles d'Hollywood. Ça marche pas, ça. Ouais. Fait que toute ma vie, j'ai fait le yo-yo, tout ça. Puis quand j'ai perdu mon emploi, que j'étais probablement... Bien, j'étais enceinte de 5 mois, fait que j'étais déjà en train de tu sais, quand tu utilises la nourriture pour te réconforter, parce que c'est ça, hein? Il n'y a personne qui pèse 80 livres de plus à manger du saumon ou du kale juste quand il a faim. Non. Tu manges du chocolat parce que tu te sens poche, parce que tu C'est t'ennuies. affectif. Dans mon cas, moi, c'est affectif. J'ai développé une dépendance au glacé au raisin cet hiver. Whatever. Il y en a, c'est les chips, il y en a, c'est le chocolat, il y en a, c'est la crème glacée, il y en a, c'est le McDo, les frites, la friture, le pain, peu importe. Mais quand on mange pour calmer l'intérieur, ben ça a des conséquences sur notre santé métabolique. Puis, ben, dans ce cas-là, ben, la grossesse, pour moi, c'était un genre de carte blanche. Je pouvais prendre 70-80 livres. J'étais enceinte, je pouvais. Fait que j'ai eu cette grossesse-là, la dernière, en ayant perdu mon emploi, en me battant contre une grosse institution. Puis là, on avait toutes perdu notre sécurité, d'assurance, de ci, de ça. Puis mon chum m'a dit, tu sais, bébé, là, tu voulais retourner aux études? Ben voilà. C'est la fenêtre d'opportunité. Mon fils est né en avril. En août, je retournais sur les bancs du cégep. Il y avait 4 mois, mon fils. Je l'allaitais à temps plein. J'allais à l'école. Tu sais, des fois, la vie fait en sorte que tout rentre, tout concorde, là. Ouais. Bien, mes cours avaient lieu entre mes boires. Ma belle-mère le gardait. Je sortais de mes cours, j'allais allaiter mon bébé. Je retournais à mes cours. J'ai pas manqué de cours, j'ai pas manqué d'allaitement. OK? J'ai tout fait ça, moi. Il a fallu que tu refasses un cégep parce que tu t'en allais en sciences? J'en allais en santé. Pour OK. rentrer dans la faculté de médecine de peu importe les universités, on te demande que tes préalables aient moins de 8 ans. Moi, j'avais fait mon cégep 20 ans avant. OK. Donc, il a fallu que tu fasses combien de temps de cégep? Bien, mais j'ai fait 2 ans de cégep. J'ai refait tous les cours obligatoires de cégep. Ah. J'ai même fait une session de plus. Ça, on pourrait en parler pendant 3 heures. Fait que je te propose qu'on change de track parce que ça a été le parcours du combattant. Pour finir en neurosciences, on a déménagé une année à Québec pour que je puisse rentrer dans la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. Ma maman est décédée d'un cancer en décembre de cette année-là. Fait que ça a court-circuité la patente. Fait que je me suis retrouvée à l'Université de Montréal en neurosciences. Puis c'était un tout nouveau programme. Et quand on vendait, pas vendre, là, mais quand on faisait la promotion de ce programme-là, on disait qu'il y avait un aspect laboratoire recherche, puis il y avait un pathway, il y avait une possibilité de faire de la clinique. De la clinique dans le sens, dans une équipe multidisciplinaire. Moi, je suis la spécialiste du cerveau. Il y a quelqu'un qui fait un traumatisme crânien. Fait que là, il y a le médecin, il y a le neurologue, il y a l'infirmière pivot, puis il y a la neuroscientifique. Fait que ton but, c'était vraiment la médecine, là. Oui. Donc, à la base, c'était la Oui. médecine. Oui. Finalement, un pivot en neurosciences. Ta mère décède, donc tu quittes la faculté de médecine à l'Université Laval ou tu étais en neurosciences là-bas? Non, j'étais en hématologie, en biologie hémato. OK. Pour faire un 6 mois pour pouvoir faire une demande de changement de programme. Oui, c'était ça. Le but, c'était la médecine, mais finalement, tu es tombée en amour avec les neurosciences. Ben oui, parce que le cerveau, ça me fascinait. Ça me fascinait. On est avec Sophie Rolland,
est-ce que tu fais ta maîtrise en ce moment en neurosciences? Non, elle est faite, elle est finie depuis 2018. Alors là, c'est le prochain certificat qui arrive, c'est lequel? Ah, mais là, j'ai terminé ma maîtrise en nutrition. Tu as terminé ta maîtrise en nutrition. On parle de santé métabolique, on parle d'être plus en forme au fur et à mesure qu'on vieillit, que c'est un vieux mythe, on déboulonne certains régimes, certaines diètes. Je veux y parler de keto, je veux y parler de jeûne. C'est quoi cette affaire-là? Elle va aussi nous parler un peu de son parcours, comment on en arrive à une pratique multidisciplinaire comme elle a là aujourd'hui. On est à Faire une femme de soi. Bienvenue à Faire une femme de soi. Enchantée de vous retrouver. On est avec Sophie Rolland. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, la nutrition, l'énergie, c'est pas obligé qu'en vieillissant, on dépérisse, surtout avec toutes les informations qu'on a maintenant, tout ce que la science a découvert, tout ce qu'on comprend maintenant, puis on sait aussi quoi faire pour éviter certaines affaires. Donc, informez-vous. Puis si vous avez des enjeux, allez sur le site de Sophie. Il y a des livres aussi, mais vous n'êtes pas obligé de souffrir, là. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Alors, écoutez-nous. Puis là, je vous ai teasé. Avant la pause, on est dans le parcours de Sophie qui nous raconte comment elle a pivoté de sa carrière dans une grande banque, comment donc à l'accouchement de son quatrième enfant, c'est ça? Ton quatrième enfant, à l'accouchement, elle a perdu son travail, il fallait qu'elle se batte, ça devait pas être évident. Et en même temps, donc, retourner sur les bancs d'école pour aller vers une nouvelle carrière, qu'elle pensait que ça allait être la médecine, mais tomber en amour avec le cerveau et les neurosciences et toutes les possibilités des découvertes que les neurosciences font. Mais juste avant, parce que quand on va voir ton site, puis on va voir les livres que tu as écrits, là, on sait que tu as été reconnue un peu comme la spécialiste keto. OK. Puis là, à un moment donné, c'était plus à mode, keto. Là, à un moment donné, c'était à mode, à un moment donné, c'était plus à mode. Là, je suis mêlée. OK. Aide-moi. OK. En fait, les gens aiment beaucoup mettre des étiquettes. Moi, je suis végétarienne. Moi, je suis paléo. Moi, je suis keto. Moi, je suis... Tu sais, comme si on avait notre identité par qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Alors que, dans le fond, est-ce qu'on a besoin de dire, moi, je mange céto, moi, je mange keto, moi, je mange paléo, moi, je mange sans gluten. Moi, peu importe. Moi, je me définis pas par mon alimentation. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que du moment où tu me dis le mot céto, cétogène, keto, le monde se divise devant toi. Il y a les mondes qui sont « Wow! » Parle-moi-en. Puis il y en a pas beaucoup, je t'avoue. Puis après ça, il y a tous ceux qui sont contre. Puis là, il y a un paquet de gens qui mettons, qui ne s'y connaissent pas du tout, qui n'ont pas lu la littérature scientifique, qui ont entendu des choses. Puis là, ça devient des oui-dire, des mythes. Ça, tu sais, ça prend... Mais on en est où avec ça? Parce que ce que j'avais lu, je vais te dire, moi, je suis pas je connais pas tout de tout, là, mais ce que j'avais lu, on en est où? C'est juste là que je veux savoir, c'est qu'au départ, tu sais, c'était vu comme quelque chose de révolutionnaire, que ça aidait, en enlevant les sucres, déjà, juste en enlevant les sucres pour quelqu'un, mais en gardant les bons gras, donc s'il emmène un peu moins de privation que d'autres régimes, ça permettait aux gens de garder un certain niveau de satisfaction, mais c'est que les gens, c'était très efficace, non seulement pour la perte de poids, mais ça aidait justement à la fatigue, au TDAH, justement à la santé du cerveau, parce que le sucre, c'est pas bon pour le cerveau, surtout le sucre raffiné. Et c'est comme une drogue. C'est une drogue. Alors, c'est pas super bon, là, pour notre cerveau. Donc, quand on enlève tout ça, ce que le régime keto fait, mais ça a eu des conséquences bénéfiques sur plusieurs personnes. Mais là, à un moment donné, il y a eu un backlash. Pourquoi il y a eu le backlash? Parce que c'était trop de gras puis il y a du monde qui a des problèmes cardiaques. C'était quoi le backlash? Ah non, tu vois, ce qui fait que tu as du mauvais cholestérol sanguin, là, c'est quand tu manges trop de sucre. Mais ça, tu sais, on dit pas ça nulle part, là. Parce que quand tu manges, peu importe, chaque gramme de glucides que tu mets dans ta bouche, que ça soit un Joe Louis de dépanneur ou que ça soit une banane bio, là, chaque gramme de glucides va être principalement transformé par ton tube digestif en glucose. Il va partir dans la circulation, puis ça s'appelle du glucose sanguin, la glycémie, le taux de sucre dans le sang. OK? Ça s'appelle comme ça. Fait que si tu en manges beaucoup, que ça soit du vrai, du faux, peu importe, ça va faire monter ta glycémie. Ça, c'est pas bon.
Quand il y a une trop grosse montagne russe de sucre dans le sang, c'est pas bon. Ça brise l'intérieur des vaisseaux sanguins, ça brise les neurones, puis ça, on n'a pas un set de spare dans le garde-robe. Hein? Fait que quand on le brise, on le magane. Le corps a des super mécanismes pour réguler ça. Et ça, c'est le travail du pancréas, de relâcher de l'insuline pour que la montagne russe de sucre dans le sang monte pour qu'elle redescende. Jusque-là, ça va? Oui. Parfait. Le corps, on fonctionne aujourd'hui, on est là, toi et moi, on jase, on brûle de l'énergie, on est en train de bouger, notre cerveau fonctionne, nos muscles fonctionnent, on respire, on fait plein de choses en même temps. Notre corps consomme de l'énergie. L'énergie, elle provient évidemment du sucre qui circule dans le sang, mais on n'est pas, toi et moi, en train de courir un marathon, on s'entend. OK? Fait que notre capacité à brûler de l'énergie n'est pas si grande que ça. On est globalement beaucoup plus sédentaire. Oui, on bouge. Oui, on est conscient de ça. Mais comparativement à avant, on prend l'auto pour aller à 1 kilomètre maintenant. Là. C'est fou, là. On marche plus, on monte plus d'escaliers, on prend des ascenseurs. Globalement, on est vraiment nettement plus sédentaire. Fait que l'énergie, on n'en brûle plus tant que ça. Mais si on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre sanguin, là, on a beaucoup d'énergie qui circule. L'excédent de sucre sanguin, qui ne sert pas à faire de l'énergie, il va être transformé en quelque chose qu'on peut stocker à l'infini. Donc, du gras. Donc, du gras. Ma vie à 600 livres, ça existe, là. Le corps va créer des valises à gras autant qu'il y en a de besoin. Fait que l'excédent de sucre sanguin, qui ne sert pas à faire de l'énergie, est transformé en gras et stocké. Donc, coupe le sucre. Et là, tu vas arrêter de stocker. Ben oui, puis en plus, tu sais, j'ai le goût de te dire, l'insuline, celle qui s'occupe d'aller cogner aux portes des cellules pour leur dire « Peux-tu prendre du sucre de la circulation, s'il te plaît? Parce que là, c'est trop haut puis ça brise l'intérieur des vaisseaux sanguins. » Bien, l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des gras. Quand l'insuline monte, c'est voulu, ça, dans l'évolution. On n'était pas en train de manger 24 heures sur 24. On n'a jamais mangé 24 heures sur 24. Donc, il faut en faire des petites réserves. Il faut en faire. Et jadis, il n'y avait pas un McDo, un IGA, un dépanneur, un Tim Hortons, un Starbucks à tous les 100 mètres sur un boulevard. Donc, on mangeait 3 fois par jour. Quand j'avais 10 ans, là, on n'en avait pas des collations. OK, mais on est loin du keto. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Ah, excuse-moi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que parce que tu es parti avec le prémisse qu'on a démonisé le keto à cause des maladies cardiaques et de l'augmentation du gras. Moi, je sais pas pourquoi qu'on l'a démonisé. Je sais juste qu'à un moment donné, c'était à mode, oui. Puis là, c'est plus à mode. Ben, là, je veux juste comprendre. Ben, c'est pas que c'était la mode. Se servir d'une alimentation cétogène, c'est-à-dire baisser les sucres suffisamment pour que le foie fasse des corps cétoniques, là, on utilise ça depuis les années 1900. On se servait de ça en 1900 pour les gens qui faisaient de l'épilepsie pour réduire les épisodes épileptiques. Donc, c'est quoi ça, les patentes cétoniques? Les corps cétoniques, c'est une molécule d'énergie, pareil comme le sucre dans le sang, c'est une cétone, ça circule dans le sang, puis ça sert de molécule d'énergie. C'est revenu, oui, tu as raison, à la mode il y a une dizaine d'années peut-être. Pourquoi? Parce que les gens qui revenaient sur une alimentation comme ça se mettaient à perdre du poids. Puis on s'entend là que depuis les années 80, c'est un fléau, le surpoids, l'obésité. Ouais. Ça touche maintenant les enfants. Ça devient, c'est un souci. Le fait d'être en surpoids, en obésité, c'est pas juste que tes pantalons ils font moins bien puis que tu te sens pas bien quand tu fais une position de yoga parce que ça te remonte dans la gorge. Ça va au-delà de ça. C'est que tu es plus à risque de faire des cancers, tu es plus à risque de faire de la démence, tu es plus à risque de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, ça a multiples trucs. Fait que l'acéto était une façon efficace de perdre du poids. Pourquoi? Parce que si tu manges moins de sucre, tu as moins de montagnes russes de sucre dans le sang, donc le pancréas a moins besoin de relâcher de l'insuline. Donc, on a moins un message de stock du gras. Ça permet au corps d'utiliser ses propres réserves. Mais quand on parle de keto, c'est ce que je te nommais tantôt, ça divise les gens. Puis là, tu te retrouves avec plein de discussions inutiles. Et là, je reviens avec mon idée d'étiquette. Pourquoi on a besoin de se mettre une étiquette? Pourquoi j'ai besoin de dire « moi, je mange céto ». Moi, je mange plus céto. Moi, je mange naturel, je mange frais, je mange local et de saison. Moi, je m'efforce que dans mon assiette, il n'y ait pas de produits transformés, qu'il n'y ait pas de produits qui arrivent dans une boîte ou un sac ou un sachet qui a été fait dans une industrie, une entreprise. Même pas de la sauce barbecue. Même pas la sauce barbecue. Fait que tu perds pas de tomates, sirop d'érable, puis... Sirop d'érable, non. Même pas? Trop de sucre. Ah oui? Tu vas-tu mettre quoi? De la purée de date? Mais non, on sucre plus, nous autres. Ah, plus de sucre, on zéro? On sucre plus, nous autres, pas vrai?
Ah, ouais. Ouais. Puis t'as pas de... En fait, plus tu coupes le sucre, moins tu as envie de sucre. Ça, c'est la Ah, première oui. des choses. Puis plus tu coupes le sucre, plus ce qui est pas sucré devient sucré. Moi, là, je me souviens... Comme quoi? C'est quoi ton sucre? Ben, Pour toi, là, tu sais, une gâterie, c'est un raisin? non, des framboises. Ah, des framboises. Des framboises. OK. Des framboises. Tu sais, moi, J'adore les là, vous me framboises. voyez, moi, les glacettes au raisin, les raisins, tu sais, moi, c'est un peu ça, là. Pas le Les vin, fram- par exemple. Pas le vin, ça. Les framboises. Mais tu sais, tu vois, j'ai le goût de te raconter une anecdote. Tu sais, moi, toute ma famille mange vrai, frais, local et de saison. Là, je veux pas nommer. OK. J'ai pas Les 4 enfants, là, ils sont embarqués là-dedans. Yes, madame. Ma Ah, fille, maintenant, bravo. ma fille est adulte dans sa maison. OK. Elle a un nouveau bébé de 11 mois. Ah oui. Puis mon petit-fils, le premier aliment qu'il a mangé, c'est un œuf. Et le deuxième aliment qu'il a mangé, c'est du poulet. Et le troisième aliment qu'il a mangé, c'est de l'avocat. Et le quatrième, c'est un morceau de steak. Cet enfant-là mange des trucs sans sucre. Il mange pas de céréales, il mange pas de pain, il mange pas de maïs. Il mange de la viande, il mange du poisson. Il adore les crevettes, mais il mange des aliments vrais, frais. Puis il est en super forme. Fait que oui, j'ai réussi à contaminer ma famille. Mais ce que je voulais te conter, c'est qu'à un moment donné, j'ai coupé le sucre chez les enfants. Ben oui, ça a fait de la vague. Là, j'ai pas besoin de te dire que ça a tempêté chez moi parce qu'on mangeait plus de goldfish puis de bâtons, là. Mais à un moment donné, j'ai fait une tôle de brocoli. Et là, mon fils prend un morceau de brocoli puis il dit « Ah, maman! T'as-tu mis du sucre? Ça goûte donc bien sucré. » Mais quand t'es rendu de trouver que le brocoli, ça goûte sucré, là, c'est parce que t'as coupé le sucre ailleurs. Parce que oui, en arrière, il y a un petit goût sucré dans le pied de brocoli. Mais si t'es tout le temps dans le sucre, en ajoutant du miel, du sirop d'érable, puis du ci, puis du ça, tu le goûtes pas pantoute, le sucre dans le brocoli. Là. En fait, le brocoli est inintéressant. Oui. Puis, donc, pour ce qui est de céto, donc, il n'y a pas de danger à céto. C'est pas si vrai que ça. Ben moi, si je te dis... Tu manges non transformé. Tu manges des poissons, des crevettes, des crustacés, des œufs, du poulet, de la dinde, de l'agneau, peu importe, des viandes sauvages, parce qu'on a beaucoup de chasseurs au Québec, là. Tu manges ça avec des légumes, avec de l'huile d'olive. Est-ce que tu as l'impression que ça va créer un dommage à ta santé? Non. Non. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Autre chose avant qu'on revienne, c'est parce que je regarde le temps, il va falloir que je te réinvite, là, ça me fait fait plaisir. Parce que j'ai trop de sujets, là. On fera la chronique. C'est ça, j'ai trop de sujets à te demander parce que je veux te parler du fameux jeûne intermittent aussi. Allons-y. Est-ce que c'est si... Parce que là, j'écoutais Mel Robbins, puis je pense que j'en ai parlé la semaine passée à Faire une femme de soi. Mel Robbins qui disait, là, écoutez les filles, là. Elle a invité, tu sais, une grande spécialiste de la santé et la nutrition pour les femmes. Oui. Puis là, ce qu'elle disait, fait que là, tu me diras ce que t'en penses. Vas-y. Mais ce qu'elle disait, c'est que la plupart de toutes ces régimes ou ces sciences-là de l'alimentation, ça a été fait et testé sur des boys. Tout a été encore beaucoup en médecine, tout est testé sur les hommes. Pas vrai. Et que là, exemple, le jeûne intermittent, ça fonctionne pour les hommes, mais pas pour les femmes à un certain moment de leur vie. C'est-à-dire que de pas prendre de protéines le matin, c'est vraiment pas bon. Puis quand c'est fait tout le temps, le jeûne intermittent, parce que moi, j'ai pas de misère avec ça, il me semble que c'est mon train de vie de toute façon. Fait que là, ça m'a convaincue que non, ça nous prend pour justement notre cerveau, pour tout ça, ça prend des protéines le matin. Donc, elle a dit, puis là, j'ai commencé à faire ça, je sais pas si c'est bon, je mets des protéines dans mon café. Okay. C'est ça qu'elle donnait comme exemple. Okay. On peut mettre des protéines dans notre café. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, là, c'est le dernier 15 minutes qu'on passe là-dessus. Là. Tu me lançais ben trop d'affaires. Ah là. oui. Okay. Bon, écoutez, fait qu'on est obligé de réinviter Sophie pour qu'elle nous termine son parcours. Premier truc, non, la science n'est pas faite que sur les hommes. Là. Dans la très grande majorité des études de comportement, parce que quand on invite des gens à jeûner des études de comportement, là, on leur demande de changer quelque chose. On leur donne pas une pilule. Tu comprends l'idée derrière? On teste pas une molécule. Donc, dans ces cas-là, ben oui, n'importe quel adulte, parce qu'on fait ça chez les adultes, n'importe quel adulte, puis là, on va décrire les paramètres du protocole de recherche, puis on dit n'importe quel adulte qui ont telle caractéristique, homme-femme. Donc, en partant, ça, c'est pas vrai. Deuxième des choses, faire du jeûne intermittent, c'est pas juste sauter le petit déjeuner.
OK? Tu peux faire du jeûne intermittent en faisant petit déjeuner, dîner et sauter le repas du soir. Je serais jamais capable. Bien, parce que socialement, c'est pas pour toi. Non, mais moi, j'ai jamais eu faim le matin. Bien, voilà. Ça, c'est l'autre affaire. Tu penses-tu que ton corps, s'il n'avait absolument de besoin, il te laisserait avec pas d'appétit du tout? Ah. Non. Ouais. Le corps est pas con. Hein, le corps est pas con. Et là, l'autre truc que je vais t'avancer, c'est que moi, je suis comme toi. J'étais enfant, j'étais adolescente. Oui. Là. Ma mère, elle se battait avec moi pour que je déjeune. Puis ma mère, elle me disait, Sophie, il y a des grosses des deux côtés. Si tu veux pas être grosse comme moi, mais évidemment, j'ai dit que j'étais une obèse de carrière. J'ai grandi avec une maman qui a été au régime toute sa vie. Tu comprends? Puis oui, mais dans ma famille, on est très, très bon. En fait, on a survécu, nous, hein? Des survivants de l'évolution. On était capable de stocker du gras. Dans le fond, c'est mon aptitude d'évolutive. Mais toujours est-il que j'ai grandi dans ce truc-là. Bon, je me forçais à manger. Fait que pour moi, le jeûne intermittent, ça a été un cadeau de la vie d'arrêter de me casser le bessic. J'avais pas faim le matin. Et là, il faut que tu saches aussi que des protéines, là, c'est l'aspect numéro 1 dans une alimentation qui est dite santé. Tu dois, chaque fois que tu décides de manger, puis ça on parle pas du nombre de fois là, ou la fréquence. On fait juste dire chaque fois que tu décides de manger, tu dois, dans chacun de ces repas-là, avoir une bonne quantité de protéines qui est adéquate pour toi. Ça, là, absolument 100% chez 100% des gens, là, à moins d'avoir des pathologies, là, mais n'importe quelle personne en santé doit avoir des protéines dans chacun de ses repas. Je suis d'accord avec ça. Les protéines, là, ça sert de matériaux, construction, réparation dans le corps. Le corps peut faire de l'énergie avec les protéines, mais c'est vraiment pas son choix numéro 1. Et ça, il garde ça pour le gras et le sucre. Mais les protéines, matériaux de construction, réparation. En tout temps, 24 heures sur 24, tu as un truc qui s'appelle le pool des acides aminés. Tu as un bassin d'acides aminés, là, les petites unités des protéines, qui se promènent en tout temps. Fait que même quand tu es en jeûne, là, t'en as des acides aminés. Ton corps est capable de fonctionner, il est capable de faire des enzymes, des hormones, construire des muscles, même quand tu es en jeûne. Tu as un pool d'acides aminés. Ça sort pas dans l'urine, ça sort pas dans la matière fécale, ça reste en circulation. Mais donc, pourquoi c'est bon, le jeûne? OK. Parce que le corps est fait pour faire le ménage. Et le jeûne, c'est la période métabolique dans laquelle le corps est capable de faire son ménage, son maintien. Le jeûne, c'est un état métabolique distinct de la période alimentaire ou de l'hypocalorie ou la famine. Il ne faut pas mélanger ces états-là. Le jeûne, c'est un état métabolique naturel, normal, qui a toujours existé. C'est depuis les 30, 40, 50 dernières années qu'on a perdu cette attitude-là parce qu'on vit dans une surabondance de bouffe. Tu disais, écoutez, regardez quelqu'un qui mange de la pizza sur YouTube. La bouffe, c'est partout. Ouais. Tu te promènes, il y a de la bouffe partout. Il y en a, t'en entends à la radio, t'en vois à la télévision, t'en vois dans tes publicités. Quand tu regardes des reels, tout le monde mange tout le temps. La télé, après 10 heures le soir, là, c'est malade. Il y a juste des annonces d'affaires délicieuses, là, en tout cas, qui ont l'air bonnes. Qui viennent chercher ton cerveau, qui viennent trigger ton cerveau. C'est pensé, c'est réfléchi. Bon. Mais j'ai une question. Toi, c'est quoi ton mode de vie alimentaire? Tu l'as dit tantôt. Est-ce qu'il y a du jeûne intermittent dedans? Chaque jour, tous les jours, depuis les 8 dernières années. Puis c'est quoi tu fais, le 10... Le 18-6? 18-6, c'est ça que tu fais? Honnêtement, je ne calcule pas. Là. Moi, je mange le soir et je remange au lunch, habituellement. Mais il y a plein de fois, je peux pas te dire chaque semaine parce que j'ai le goût de te dire que depuis 3 semaines, avec le programme Transforma dans lequel on est présentement, c'est beaucoup, là. Fait que j'ai pas fait de 24 ou de 36 ou de 42 heures. J'ai pas fait de jeûne. T'en fais aussi dans ta semaine. Ben oui, depuis 8 ans. Donc là, tu fais du 18-6. Je ne déjeune pas le matin. Okay. J'ai pas faim. Mais 18-6, c'est quand même intense, là, dans le sens où beaucoup de gens vont faire 12-8. Moi, je prends ma dernière bouchée le soir. Ouais. Je mange pas en soirée, je snack pas. Ta dernière bouchée est à quelle heure, mettons? Quelque part entre 18 et 19 heures. OK. Nous, on mange tôt. 19 heures, oui. OK. Puis après ça, tu remanges à? Entre midi et 13 heures. OK.
Fait que donc, je calcule pas. Mais rien, aucun snack le soir. Non. Pas de lezette au raisin chez vous. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Parce que moi, ma mère était super santé dans la vie. Puis, tu sais, chez nous, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Tu sais, elle était en avance. Sauf que, tu sais, en 72, là, le pain blé entier, là, c'était pas bon. Non. T'as dit tout de suite. Tout était pas bon. Fait que, tu sais, ces affaires-là, c'était pas super bon. Alors, moi, ça a créé un peu une bébête à sucre de contraire, mais les seules friandises qu'elle achetait, c'était des glazettes au raisin, parce que ça avait l'air un peu plus santé. Il y avait des raisins dedans. Fait que dans ton cerveau, c'est associé, ça. Ça doit. C'est tes souvenirs. Tiens, la neuroscientifique, elle arrive. OK, vas-y. Mais en fait, ton cerveau a associé la petite récompense, le souvenir de ta mère, de la nostalgie, ton enfance et tout ça avec les fameuses glacettes au raisin. Parce que je dois t'assurer que probablement que si tu en manges demain matin, tu ne les trouveras pas aussi bonnes que dans ton souvenir, mais tu en manges pareil par habitude parce que tu en as envie. Mais on ne peut pas désapprendre le cerveau. On peut pas lui faire désapprendre quelque chose. On peut pas aller défaire cette association-là que tu as. Tu sais aller à vélo? Oui. Même si tu fais pas de vélo pendant 20 ans, là. Je vais être recapable. Ben oui, mais tu peux pas désapprendre. Mais comme il nous reste peu de temps, je vais tout de suite à ma prochaine question parce que je veux revenir à ce qu'on disait. Je veux que tu finisses sur ton jeûne, à toi, comment tu pratiques. Mais la petite parenthèse, c'est comment ces connaissances-là sur les neurosciences contribuent à aider les gens à adopter une meilleure façon de s'alimenter. Parce qu'on travaille le mindset. Okay. Parce que moi, quand je travaille en coaching, la recette one size fits all, ça n'existe pas. Non. Il n'y a jamais rien qui marche chez 100% des gens 100% du temps. Exact. Fait que moi, je dis tout le temps, moi, je travaille à trouver la recette Janie, la recette Louise, la recette Carole, la recette Stéphanie, pour trouver quelque chose que tu vas avoir, que tu es capable de faire. Oui, ça peut te demander un effort. Il n'y a rien dans la vie qui arrive pas d'effort. Là. Ça arrive pas. La formule magique, ça n'existe pas, ça. J'ai pas ça. Je suis pas magicienne. Là. Je suis pas une magicienne. Sauf que je travaille avec l'humain selon son contexte pour lui donner les outils pour qu'il se sente en pouvoir de faire un changement. Puis au fur et à mesure que tu te sens mieux, t'arrêtes de dire « Ah ouais, moi ça, je peux pas ». Puis tu commences à dire « Ah, moi ça, je veux pas ». Et c'est là où tu te reprends du pouvoir sur ta santé. Les gens ils disent « Écoute, j'aurais tellement dû te rencontrer avant dans ma vie, puis je suis fâchée. » Donc, tu fais de l'accompagnement 1-1. Oui, donc, je travaille le mindset, on travaille comment penser, comment mettre en place des comportements qui vont faire en sorte que ça va être de plus en plus facile de le faire. Je trouve ça formidable parce que c'est de la prévention, accompagner quelqu'un qui va te motiver aussi, parce qu'on a beau être super discipliné, des fois, on veut comprendre pourquoi c'est de même, tout ça. Puis l'idée, là, les coachs gagnent, là, c'est pas, ils vont pas vous apprendre des affaires que vous pouvez pas trouver sur Internet. Vous allez tout le trouver sur Internet. Vous avez besoin d'un coach parce que vous avez besoin de vous faire dire, l'as-tu fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Explique-moi ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Puis qu'est-ce qui a déclenché ça? Puis... Donc, c'est ça de l'accompagnement, de pas le faire tout seul, puis c'est prouvé, ça a beaucoup plus de pourcentage de résultats. Revenons à ton mode de vie, à toi. Ce que tu as, donc tu dis depuis 8 ans, commencé à incorporer. Tu déjeunes pas, mais tu inclus dans ta semaine aussi des périodes de 36 heures de jeûne? Oui. En fait, des 24, je te dirais... Si on revient il y a un mois, là, ça c'est plus simple que dans le dernier mois, on oublie. Parce que ça, c'est la vie, hein. Tout le monde vit. Faudrait qu'on fasse une journée de pas de manger par... Mais quand on fait un 24, ça veut dire que, par exemple, on va manger le repas du soir, puis on mangera rien dans la journée suivante, puis on va remanger au repas du soir. Fait qu'on va avoir 21, 22, 23 heures de jeûne entre les deux. Plus les jeûnes se prolongent et plus le corps est capable d'activer des mécanismes du métabolisme qui n'a pas lieu en période alimentaire. Et même quand on fait du 18-6 ou du 16-8 ou du 12-12, parce qu'on peut faire du 12-12, là, mais quand on fait ça, ça laisse pas assez de temps pour faire le ménage.
Sophie Rolland, Oui. on aurait pu parler de ça pendant des heures. Vous savez, les 3 piliers de la vie, hein, c'est la santé, Oui. l'amour puis l'argent. Oui. Là, on est en plein dans la santé et l'amour de soi, je dirais. Ah oui. Tu sais, on est dans 2 piliers en ce moment, puis c'est pour ça que c'est si intéressant. Puis que là, avec tout ce que j'entends là, c'est que c'est personnalisé. Absolument. C'est que les solutions sont très personnalisées, donc d'où l'intérêt, parce que ta partenaire est médecin, là. Oui. Donc, vous pouvez appliquer toutes les deux, là. Elle est allée à Harvard aussi, Oui. si je me trompe pas. Donc, l'expertise est là, les réponses sont là. Sophie, ceux et celles qui nous écoutaient ce midi puis qui se peuvent plus, ils veulent t'appeler, ils veulent te trouver, ils veulent savoir qu'est-ce que tu proposes. Ah, mais en fait, sophieroland.ca, www.sophieroland.ca. C'est mon site web. Il y a un formulaire de contact, puis je le reçois. C'est super facile de me trouver avec ça. Puis, je suis sur les réseaux sociaux, Sophie Neuroscientifique sur Instagram, mais ça, c'est pas encore full développé. Faut que je me mette à jour. Et sur Facebook, j'ai Sophie Neuroscientifique aussi. J'ai une page sur Tes Facebook. livres, sont-ils toujours disponibles en librairie? Absolument. Le grand livre du jeûne qui est encore disponible. En fait, si vous allez sur cuisinemed.com, qui a été créé dans le fond à la sortie de notre dernier bébé qui s'est appelé la cuisine méditerranéenne métabolique pour transformer ton corps et ta santé. On a voulu faire un accompagnement parce qu'on ne peut pas tout mettre dans ce livre-là. Alors, on a un site web accompagnateur et sur ce site web-là, on peut acheter nos livres. Le grand livre du jeûne, le cuisine méditerranéenne métabolique pour transformer ton corps et ta santé, renverser le surpoids et le diabète de type 2 à l'aide du protocole Reversa. Tous nos livres sont là. Sophie Rolland, merci infiniment d'être venue nous partager une partie de ton infime savoir. On le sent que t'en as appris des choses. Merci d'avoir partagé avec générosité puis d'avoir répondu à toutes mes questions des fois. T'en avais pas tant que ça. Oui, c'est ça. Mais je te remercie et je te réinvite. Je le dis à tout le monde. Puis ici, rappelez-moi-le. Alors, on reste. Faire une femme de soi va être avec vous tout l'été, sauf peut-être une petite semaine ou un petit 2 semaines de vacances, mais on va être avec vous tout l'été. On revient la semaine prochaine. On va parler d'optimisation du système intestinal. Là, je vous dis ça pour pas dire de deviner. On se voit la semaine prochaine.